périmètre censé réunifier la Côte d'Ivoire n'aura fait qu'exacerber la division, puisque le pays sort de cette élection avec 2 présidents et peut-être aussi bientôt 2 premiers ministres. Et bienvenue la bataille de la légitimité. Oui, je vous remercie et je remercie vos téléspectateurs. Vous avez fait un diagnostic quasi parfait. Nous sommes après 5 ans de processus électoral, de tergiversation, d'espoir, d'investissement, d'engagement, de promesses. Nous en sommes arrivés, comme vous l'avez si bien dit, à 2 gouvernements, à 2 présidents quasiment, bientôt 2 gouvernements, bientôt 2 armées, déjà 2 armées. Et nous avons une Côte d'Ivoire en 2. Et on peut conclure sans grand risque de se tromper que, en quelque sorte, c'est du gâchis, ce processus-là. Mais il faut quand même pouvoir tirer des conclusions et les leçons, non pas seulement pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Vous avez aussi bien fait de relever que les leaders africains se taisent. Mais cependant, il faut observer que la CEDEAO à tirer des conclusions pas aussi fortes que les autres organisations, mais qui prennent en considération la réalité qui est celle de l'élection de Alassane Ouattara. Et donc, les chefs d'État africains sont d'une discrétion suspecte à cet égard. Il faut tirer les leçons pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, mais également pour le Bénin. Et je pense que ce débat pourrait nous permettre de mieux nous fixer sur les enjeux qui sont les nôtres. Je rappelle très rapidement, avant de passer à vous, Joël Ataï Guédébé, que cette émission est aussi retransmise sur Canal 3 Niger, Canal 3 Monde et sur le réseau Orange en France. Donc, d'un peu partout dans le monde, nous sommes suivis en ce moment. Merci Joël Ataï Guédébé. Alors, pour planter le décor, Joël Ataï Guédébé, est-ce que vous partagez les sentiments de Maître Diop Bruno? Absolument. Comment le ferais-je? Il faut s'inquiéter du silence assourdissant de nos dirigeants. Et c'est à croire, de toute façon, que les valeurs démocratiques ne sont pas bien intégrées, bien assimilées au sommet de nos États. Et certainement qu'il appartiendra aux citoyens de rappeler à ces dirigeants, à ces mandants, qu'il faut nous représenter dignement. Et nous représenter dignement, c'est indiquer la vérité des urnes et rester du côté de l'expression populaire, de l'expression du suffrage universel qui a désigné M. Ouattara selon tous les témoignages, selon des témoignages concordants en tout cas. Fiak Vidjaïnou, nous applaudissions il y a quelques jours le processus électoral concerté, consensuel en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, nous sommes sortis de ce processus avec 2 présidents. André, même si les élections en Côte d'Ivoire ont coûté 200 milliards de francs CFA, c'est pas pour ça qu'on aurait 2 présidents et 2 gouvernements. Je suis vraiment triste. Triste dans mon âme, triste tout au fond de moi, parce que nous y avons cru, nous avons pensé à un moment donné que les Ivoiriens, nos frères Ivoiriens, pouvaient aller plus loin que ça. Ils nous ont montré que eux, la population, pouvait aller beaucoup plus loin, mais bien malheureusement, les politiques, encore une fois, n'ont pas encore compris le message du peuple, et c'est ce à quoi nous assistons. Sur le deuxième volet de la question que vous posiez tout à l'heure aux 2 précédents intervenants, cela me choque encore plus quand nos dirigeants deviennent brutalement sourds-muets quand il s'agit de dire des choses assez normales. Quand il s'agit, quand on se dit démocrate, ce n'est que par les élections qu'on peut réellement affirmer notre qualité, notre propriété de démocrate. Maintenant, il y a une élection. Tout le monde dit oui, cette élection s'est bien passée. Mais c'est seulement chez nous en Afrique. Même les gens à l'extérieur, même aux États-Unis, les gens sont allés jusqu'à dire qu'ils soutiennent le président. Aucun président africain n'a pu prendre une position assez claire, n'a même pas pu parler. C'est-à-dire que nous, on est sourds, on est muets, on attend que les autres fassent pour nous, et puis après, on va applaudir.
J'ai même entendu qu'il y a certains présidents qui sont allés jusqu'à dire à leur gouvernement de ne pas réagir. Et que la première personne qui réagit par rapport à cette situation en Côte d'Ivoire, serait virée. Quand ça se passe comme ça, après on dit, oui, les gens ne vont pas parler en notre nom. Oui, les gens vont continuer par parler en notre nom. Si tu ne peux pas parler, on va te trouver un porte-parole et c'est à ça qu'on assiste. Nous allons revenir tout à l'heure à cet aspect de la question, c'est-à-dire le silence des dirigeants africains. M. Diogbenou faisait tout à l'heure allusion à la réaction de la CEDEAO. Nous allons aborder tout ça, tous ces différents aspects, étape par étape. Maître Diogbenou, je voudrais d'abord qu'on essaye de situer un peu ce qui s'est passé entre la CEI et le Conseil constitutionnel. Est-ce que déjà on peut parler d'un putsch constitutionnel par rapport à l'attitude de Paul Yaoundé? Il serait difficile de parler de l'expression coup d'État constitutionnel. Elle n'est pas consacrée par les spécialistes de la question. Je crois que la Constitution existe pour être interprétée et que chaque juridiction instituée à cet effet procède à l'interprétation qu'elle estime nécessaire. On peut avoir une position par rapport à l'interprétation du Conseil constitutionnel ivoirien. Il est vrai que lorsqu'on observe de très près l'interprétation à laquelle le Conseil constitutionnel ivoirien et les résultats auxquels il est parvenu, on peut avoir une position en forme de regret, qui ne soit pas, et en utilisant les mots fort justes du représentant des Nations Unies, cela ne correspond pas aux faits. Il faut que le droit puisse prendre en considération les faits. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que la Côte d'Ivoire nous donne l'impression d'être une école, nous allons dire, du constitutionnalisme. D'une part, une école de la pratique démocratique. Voyez-vous, nous avons au Bénin nous souhaitons activement qu'il y ait de bonnes règles et une bonne organisation pour espérer de bonnes élections. Cette thèse-là est en train d'être battue en brèche. Il y a en Côte d'Ivoire de bonnes règles. Tout à fait. On ne peut pas dire qu'il y a de bonnes organisations, une bonne organisation depuis 5 ans. Nous sommes à 3 mois, nous nous plaignons. Depuis 5 ans, les élections sont en train d'être organisées. Il y a un consensus, nous sommes en train de crier, d'appeler au consensus. Il y a un consensus sur les modalités, sur j'allais dire, l'encadrement électoral. Vous voyez le débat, ça nous a fait avancer d'un pas, un débat courtois. Entre les deux candidats au second tour. Et donc, toutes les hypothèses sont en train d'être renversées par la Côte d'Ivoire. Toutes les hypothèses sont en train d'être renversées, ce que nous concevons de l'autre côté comme étant les éléments nécessaires pour avoir des élections pacifiques, et bien ces éléments sont en train d'être renversés. En fait, la Côte d'Ivoire nous enseigne quoi? Il ne suffit pas d'avoir de bonnes règles, il ne suffit pas d'avoir un consensus, il ne suffit pas d'avoir toute la communauté internationale avec soi, il ne suffit pas d'avoir des ressources aussi importantes que le budget d'un État pour organiser les élections. Il ne suffit pas d'avoir tous les regards sur soi. Mais il faut encore l'engagement des leaders politiques. Il faut encore que les leaders politiques s'approprient l'enjeu, n'est-ce pas, des élections et l'enjeu du système démocratique. Et à cet égard, évidemment, il faut que nous puissions encore une fois tirer les leçons. Nous allons les tirer en ce qui concerne notre pays, le Bénin, puisque dans 3 mois, nous allons aussi vivre ce processus électoral. Joël Ataï Guedebé, Maître Diogbenou, estime que la chose est d'avoir de bonnes règles, mais l'autre chose aussi, c'est d'avoir de bons acteurs, des acteurs loyaux pour mettre en œuvre, pour appliquer ces bonnes règles-là. Ce n'a pas été le cas de la Côte d'Ivoire apparemment. Manifestement, tant et si bien que, comme je le disais tout à l'heure, la démocratie a besoin de démocrates. Il ne s'agit pas de se revêtir simplement du costume de démocrate, de président démocratiquement élu. Nos chefs d'État ont tout fait de ruser avec la machinerie démocratique de toute façon. Et nous ne le voyons que trop bien maintenant.
d'avoir porté le masque pendant ces années nous a donné l'illusion que nous étions finalement engagés sur les voies de la pacification, notamment, et en tout cas le choix des urnes plutôt que celui des armes. Et je ne voudrais pas que la Côte d'Ivoire occulte cependant les efforts des Africains, puisque parallèlement nous avons l'exemple de la Guinée où les choses ont connu un dénouement plus qu'inattendu. Voyez-vous. Et donc la Côte d'Ivoire, manifestement, est un condensé, est une école pour nous tous. Mais c'est finalement une situation inédite en ce que il y a eu cette attention de la communauté internationale, cet argent injecté, d'aucuns disent près de 100 milliards dans ce processus-là. Et des élections qui se déroulent avec des acteurs qui sont par ailleurs armés. Et, on pourrait parler de paix armée. Et au fond, nous avons oublié une chose. Le consensus n'était que factice de toute façon face à ce qui est l'essentiel de la crise ivoirienne, c'est-à-dire la radicalisation des acteurs eux-mêmes. Ont-ils abandonné ces postures? Je ne le crois pas. Et malheureusement, le débat qu'il y a eu était bien trop policé et nous a induit quelque peu en erreur sur l'état d'âme effectif des uns et des autres. C'est ce que je pourrais dire en concédant toutefois que une élection a besoin de bonnes règles d'abord, mais a en plus besoin que les uns et les autres s'approprient effectivement les mécanismes et la culture. Et respectent leurs engagements. Tout à fait. Oui, Maître Diogonou disait tout à l'heure qu'il faut en plus de tout ça l'engagement. Ils se sont engagés, Maître. Ils se sont engagés. Ils ont dit que chacun d'eux allait respecter les résultats au sorti des urnes. Moi, je pense qu'ils allaient même s'appeler. Oui, qu'ils allaient même s'appeler pour faire les gentlemen. Oui. Ils nous ont dit tout ça. Mais ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. C'est pour ça que je dis que quelque part, il y a de la mauvaise foi. Quand vous avez affaire à des gens de mauvaise foi, bon, c'est toujours difficile de compter sur la parole que vous donnent les gens. Et je continue de dire que la Côte d'Ivoire reste une école, pas un laboratoire, mais une vraie école où on voit que tout peut être mis en œuvre, mais tant que la volonté intérieure n'y est pas, le problème n'est pas réglé. L'autre chose, voilà un pays où ils ont décidé, c'est-à-dire que les politiciens se sont assemblés et pour l'accord politique de Ouaga, par exemple, un type comme Bédié était fort clos en matière d'âge. Ils se sont entendus pour aller aux élections avec Bédié.